Dans la première séance, nous avons vu ce que la joie n'est pas. Pour que la joie coule de source, il fallait en quelque sorte la désensabler. Pour mieux la goûter, il nous faut désormais identifier les ingrédients qui lui appartiennent en propre. Voyons donc ce qu'elle est positivement. Premièrement, que nous apprend la distinction entre plaisir et joie? Ceci, la joie est extatique. Ce qui signifie en philosophie qu'elle a son siège, non pas seulement dans le sujet qui l'éprouve, mais en dehors de lui. La joie est posée, statique, en dehors, ex. Revenons au plaisir. En tant que sensation, le plaisir est immédiatement senti. Parce qu'en outre, il est agréable, il est immédiatement consenti. Le corps adhère à lui sans distance. Le plaisir est un assentiment physique qui se produit indépendamment de notre approbation réfléchie. C'est pourquoi, quelle qu'en soit la cause, une sensation agréable sera toujours agréable. Vous connaissez le célèbre vers d'Alfred de Musset. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Les philosophies hédonistes, parce qu'elles ont érigé le plaisir en principe de notre conduite, avaient aussi perçu vers quel matin douloureux il nous menait. Aussi tentèrent-elles, en général, de moraliser le plaisir. Mais est-ce seulement possible? Je me coupe de mon plaisir dès lors que j'examine son plus ou moins grand degré de conformité à la morale ou à la raison. Prévenir par la réflexion ou les scrupules les effets parfois désastreux d'une jouissance, c'est, comme on dit, se gâcher le plaisir. En réalité, la raison pour laquelle l'hédonisme fait du plaisir le fondement de toute action est celle-là même qui rend l'hédonisme problématique, voire contradictoire. Car certes, parmi tous les mobiles de nos actions, seul le plaisir est immédiatement évident. Contrairement au bien ou à la justice, sur lesquels il faut encore s'accorder, le plaisir, lui, est indiscutable. Mais précisément, à cause de son irrésistible évidence, le plaisir ne connaît d'autre mesure que lui-même. Il ignore les différences qualitatives. Il ne connaît que des variations quantitatives, des variations d'intensité, de sorte que, si l'on ne s'en tient qu'à lui, le chocolat chaud que me préparait ma maman ne saurait rivaliser avec la dose d'héroïne que me livre un dealer peu scrupuleux. Rien de tel dans la joie. En elle, l'ivresse tient du flacon. La joie est toujours joie prise à quelque chose, de sorte que ce qui la cause ne saurait lui être indifférent. Ainsi donc, mon plaisir sera non seulement agréable, mais joyeux quand, à travers lui, je me sais lié aux autres, au monde, à la réalité. C'est la joie, et non le plaisir comme tel, qui marque l'écart qui sépare mon chocolat chaud, celui de mon enfance, et la drogue qui m'en arrache. La joie, nous dit Spinoza, est le passage d'une perfection moindre à une perfection supérieure. Perfection, dans la langue du XVIIe siècle, signifie degré de réalité. Je suis joyeux quand je me sens grandir en réalité, quand j'accueille en moi une part plus grande du monde. Joie de connaître une nouvelle personne, joie de découvrir un nouveau groupe de rock ou de rap. La joie porte moins sur un affect que sur un objet, précise Simone Weil. J'ai de la joie, écrit-elle, qu'il y ait du soleil, ou la lune au-dessus de la mer, ou une belle cité, ou un être humain admirable. Un plaisir est donc triste quand, au lieu de m'ouvrir sur le réel, il m'empêtre dans mes propres sensations. Au contraire, je peux éprouver une joie jusque dans le désagrément, pourvu toutefois que je sente à cette occasion que le réel se donne à moi. Nietzsche disait qu'un bon livre, même dressé contre la vie, nous séduit encore en faveur de la vie. Car s'il est bon, ce livre nous permet de voir mieux la réalité, de l'embrasser davantage. Chaque fois que nous faisons droit à un réel plus grand que nous, la joie est là. La joie, disait encore Simone Weil, est le sentiment du réel. C'est elle, la joie, qui ajoute à l'Eureka d'Archimède son point d'exclamation. Toute découverte, même la plus âpre, provoque la joie. Joie de Leibniz, inventant le calcul infinitésimal. Joie de Marx, isolant le principe économique de l'accumulation du capital. Joie de René Girard, mettant au jour, au fondement de l'hominisation, le sacrifice du bouc émissaire. Évidemment, toute rencontre avec le réel n'est pas joyeuse et l'on préférera spontanément l'illusion à la découverte d'un adultère, par exemple. Mais précisément, l'adultère est mensonge, tromperie, faux semblant. C'est une vie qui, se croyant double, s'est en réalité divisée en deux. Les trouvailles géniales d'Archimède ou de Leibniz sont au contraire rencontres avec la structure profonde de notre monde. Et si la découverte
par Marx ou René Girard, d'un travers de notre destin commun s'accompagne pourtant de joie, c'est qu'elle annonce un redressement possible. Puisque le réel se donne à comprendre jusque dans ses imperfections, cela signifie qu'il offre prise à notre intelligence et se prête aux améliorations qu'on doit lui apporter. La joie toujours accompagne l'accroissement de la réalité, en nous par la connaissance ou hors de nous dans l'acte créateur. Bergson distinguait ainsi le plaisir dont le mouvement est de ramener la chose à soi en vue d'en jouir et la joie dont le mouvement est de poser devant soi un autre être que soi. Je cite, « Plus riche est la création, plus profonde est la joie. Celui qui est sûr d'avoir produit une œuvre viable et durable, celui-là n'a plus que faire de l'éloge. La joie qu'il éprouve, dit Bergson, est une joie divine. » Nous serons justement amenés, dans la prochaine vidéo, à explorer plus avant ce qu'il y a de divin dans la joie.